Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité pour cette autre édition de l'interview de la semaine. Avant de vous présenter ce grand homme que nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau, permettez-moi d'avoir deux petites pensées suite à deux événements non moins majeurs survenus il y a quelques jours. Ma première pensée s'adresse aux Lions indomptables du Cameroun. Au nom de la rédaction de Diaf TV, je voudrais adresser nos sincères félicitations à ces braves jeunes dames qui ont dignement représenté le pays et le continent tout entier au Canada en se qualifiant pour les huitièmes de finale pour leur première participation à une phase finale de Coupe du Monde. Parties pourtant, pour la plupart d'entre elles, du Cameroun, ce pays où il est quasi impossible de trouver un seul terrain praticable pour leur métier, encore moins un championnat de football féminin digne de ce nom et rivalisant avec celui de leurs adversaires, c'est sans complexe qu'elles ont abordé leur match de poule, dominant tour à tour l'Équateur, la Suisse et obtenaient leur ticket pour les huitièmes de finale. Huitièmes de finale où elles se font éliminer sur le score étriqué d'1-0 face à la Chine, mais quitteront cette compétition la tête très très haute. Bravo les filles et merci pour le plaisir et tout le bonheur que vous nous avez procuré. De ce dont vous avez fait montre, il y avait plus que du potentiel, vous êtes pétris de talent. Puissent, à présent les officiels, de tenir leur parole pour ce qui est de vos primes de match. Ma deuxième pensée s'adresse aux familles des sinistrés durement éprouvées par les inondations qui ont surpris les populations dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, paralysant le quartier de Makepe, où plusieurs habitations ont été sévèrement englouties par les eaux. Allons-nous enfin apprendre quelque chose de ces nombreux budgets colossaux qui sont votés dans nos collectivités locales pour l'assainissement de nos villes? Va-t-on enfin sortir ces dossiers relatifs au marché de gré à gré qui sont passés entre les gestionnaires de nos collectivités locales et les membres de leur famille qui empochent des cagnottes sans jamais descendre sur le terrain? Ailleurs, dans ce genre de situation, les ministres, les maires, le président de la République font en général de déplacements pour aller apporter leur soutien et leur compassion aux familles durement éprouvées. Au moment où nous formulons ces quelques phrases, c'est-à-dire plus de 24 heures après, les populations de la ville de Douala, et notamment celles de Makepe, sont abandonnées à elles-mêmes. C'est le sauve qui peut. Est-ce cela l'émergence de 2035? Nous gardons espoir. Retour à présent sur le plateau de Diaf TV pour cette longue causerie avec notre invité. Il a été candidat malheureux aux dernières élections présidentielles de 2011 aux côtés du PADEC, entendez Parti des Patriotes Démocrates pour le développement du Cameroun. Il est aussi avocat au tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda. Il s'est surtout illustré dans l'affaire des disparus de Bépanda. Maître Jean de Dieu Momo, puisqu'il s'agit de lui, eh bien notre invité cet après-midi. Je vais donc de ce pas le retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Maître Jean de Dieu Momo, bonjour et bienvenue sur Diaf TV. Bonjour, monsieur Ngassa. Merci, asseyez-vous. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous allez? Je vais bien, monsieur Ngassa, je vais bien. Je suis très heureux d'être chez vous, dans vos studios. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, c'est une première d'ailleurs, de vous recevoir sur Diaf TV. Oui. Il faut dire qu'on n'a pas hésité un seul instant lorsque nous avons appris que vous êtes à Paris. Oui. Comment se déroule votre séjour parisien, maître? D'abord, je dois vous féliciter pour Diaf TV. Merci. J'avoue que je suis impressionné de voir que vous êtes suivi de partout le monde. J'ai souvent vu ça au Cameroun, mais je ne savais pas que c'était vous qui étiez derrière. Et donc, vraiment, je vous félicite. Merci beaucoup. Donc, vraiment, sincèrement, je dois encourager les Camerounais comme vous qui faites des choses excellentes comme ça. Et j'apprécie et je souhaite que vraiment vous puissiez aller de l'avant. Bon, ceci étant, je suis arrivé à Paris depuis un bout de temps. Et ben voilà, je suis venu pour le travail, je ne suis pas en vacances, je travaille ici. Ah, toujours? Oui, je ne suis pas en vacances, je prends rarement de vacances. Et donc, mon séjour, c'est très bien. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé la vie un peu plus chère que dans mon dernier souvenir. Les hôtels ont grimpé, mais voilà, oui. Quoi, tout va bien. Je suis venu dans le cadre d'un dossier qui est important et que je souhaiterais en parler, si ça ne vous gêne pas. Bien sûr, c'est pour ça qu'on vous a invité également. Bon, voilà, donc je suis venu. Oui. En réalité, pour dénoncer en direct depuis Paris ce que je pourrais appeler l'apartheid
diplomatique et politique de la France vis-à-vis de mon client, M. Michel Thierry Atangana. J'estime qu'il est victime d'un apartheid diplomatique et politique de la part de la France depuis le début. Pourquoi je dis cela? Parce que ce Français que les autorités françaises se complaient à appeler franco-camerounais, alors que le Cameroun ne connaît pas la double nationalité, alors qu'il est français, complètement français tout court, qui a fait ses études en France, qui a fait son service militaire en France, qui paye ses impôts en France, qui s'est marié d'une Française, qui a des enfants français, a été abandonné dans les cellules d'une gendarmerie à Yaoundé, au Cameroun, pendant 17 ans, sans que la France daigne s'occuper de lui, sans que la France daigne exercer son devoir consulaire, ni son devoir diplomatique à son égard. J'ai trouvé ça d'autant plus scandaleux que dans le même temps, on a vu la France en Colombie porter secours à Ingrid Betancourt, qui est franco-colombienne, elle, qui se présentait à la présidence de son pays, la Colombie. On a vu la France déployer les moyens, aller la chercher pour venir. On a vu la France au Mexique avec Madame Kassé, exiger qu'on libère Madame Kassé. On a vu la France en Iran payer la caution 200 000 € pour sortir la demoiselle de prison. On a vu la France payer 200 000 € de caution pour qu'elle puisse rester à l'ambassade de France avant d'aller répondre aux convocations du juge. On a vu la France au Tchad, dans le cadre de l'opération de l'Arche de Zoé, sortir les Français. Mais on n'a pas vu la France aller à côté au Cameroun, donner un bout de pain, un bonjour, une petite consolation morale à un autre Français, Michel Thierry Atangana, qui était enfermé au Cameroun dans des conditions inhumaines pendant 17 ans, non pas en prison, mais en isolement dans une cellule de prison, dans une cellule de la gendarmerie, du secrétariat d'État à la Défense, au vu et au su de la France, et que tous les ambassadeurs de France qui ont précédé Bruno Gain, je parle de Yvon Omnes, je parle de Jean-François Vézian, je parle de Jean-François Valette, tous ces gens-là ont enlevé purement et simplement Michel Thierry Atangana des radars de la France. Tant et si bien que la France l'avait abandonné en disant, comme Alain Juppé a tenté de l'expliquer à M. Jarlan, qu'il s'agit d'un franco-camerounais. Donc je suis venu en France, comme j'étais déjà venu en 2010 au Quai d'Orsay, pour leur dire que vous avez abandonné un Français. Donc en 2010, lorsque je suis venu, leur dire que vous avez abandonné ce Français-là, très timidement, on a commencé à voir des réactions, des petites réactions. L'ambassadeur Bruno Gain, ambassadeur de France qui était en poste, a été sensibilisé sur cette question. Et grâce à lui, on a commencé la France a commencé à s'intéresser à ce citoyen. Au Quai d'Orsay, où j'ai été reçu, monsieur François Zimmeré, qui est ambassadeur des droits de l'homme au Quai d'Orsay, a été très sensibilisé par la question. Mais je trouvais que certains de ses collaborateurs qui étaient en Afrique, je parle de Grumbach, qui était monsieur Grumbach, quelque chose comme ça, qui était, j'écorce peut-être le nom, mais qui était en service au Cameroun dans cette époque-là.
se comportait comme les fonctionnaires français qui sont en Afrique. Parce que les fonctionnaires français qui sont en Afrique s'acoquinent avec les gens qui sont au pouvoir et ne s'intéressent pas à leur mission. Il s'agit d'un devoir de la France. Il s'agit pour Michel Atangana d'un droit et non d'une faveur. Lorsque un État abandonne son citoyen, et il est difficile pour nous de ne pas y voir une discrimination intolérable. Une discrimination que d'ailleurs le Canard enchaîné l'a relevé. Le Canard enchaîné a relevé cette discrimination en disant que, et je le pense aussi, que cette discrimination est liée un peu à la couleur de la peau. J'allais vous le dire. Oui, à la couleur de la peau. Du Canard enchaîné. Oui, c'est bien que ça vienne du Canard enchaîné, que ça ne vienne pas de moi. Donc, puisque vous m'autorisez à lire, sûr, voilà, ces ressortissants qu'on ne laisse pas ressortir. Quand des Français sont détenus à l'étranger, le soutien dont ils bénéficient relève de la loterie. Voilà ce que dit le Canard enchaîné. Et dans un petit encadré là, où le Canard enchaîné dit 12 ans d'amnésie, parce qu'il y a eu d'abord, avant que la France n'intervienne, 12 ans, pendant 12 ans. Vous voyez que moi je ne suis venu qu'en 2010 au Quai d'Orsay. Mais Thierry Atangana avait été condamné depuis 1997. Il avait été arrêté. C'est un jésuite ce gars. Il avait été arrêté le 12 mai 1997. Et on lui avait demandé de porter des accusations mensongères contre Titus Ezoa, secrétaire général à la présidence, qui avait démissionné parce que son ami Biya l'avait nommé ministre de la Santé, donc il avait considéré qu'on l'écartait du centre de pouvoir qui était la présidentielle, qui était la présidence. Alors il a voulu devenir président lui-même. Je note que vous avez tout de suite pris le taureau par les cornes. Hein. J'avoue que tout à l'heure, j'allais vous demander comment vous apostropher, est-ce maître ou alors président. Mais très vite, vous êtes entré dans les habits de l'avocat. Donc la question a sa réponse. La question a sa réponse tout de suite. C'est un privilège dont j'honore votre télévision. Parce que moi, j'étais en hibernation politique au pays. J'ai dit, je ne parle plus à la télévision. On a remarqué. Hein. Depuis 2 ans, je ne parle plus. Nous sommes très honorés voilà, donc, que vous ayez accepté cette invitation que nous avons adressée aussitôt. Hein, voilà. Qu'on avait appris que vous étiez là. Voilà. Alors, donc, on va vous remettre dans vos habits de défenseur des droits de l'homme, hein, notamment vos habits d'avocat. Ouais. Alors, Maître Jean de Dieu Momo, on a reçu il y a quelque temps ici un ancien ministre camerounais qui justement revenait sur les propos que vous teniez tout à l'heure au sujet de l'incarcération de votre client, notamment M. Thierry Michel Atangana. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a vraiment entraîné son incarcération toutes ces années au CED? Parce que, au dire de notre dernier invité, hein, M. Ambassa Dieudonné, il aurait été incarcéré pour une mauvaise gestion des fonds Stabex. Vous, son avocat, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Je dois dire que je suis également un fidèle téléspectateur de votre télévision et j'ai regardé, puisque je reçois votre lien au Cameroun, on peut l'ouvrir, j'ai regardé le ministre Ambassa qui parlait effectivement du coup sûr et qui parlait également de sa prochaine condamnation. Je souris parce que quand je dis prochaine condamnation, en réalité c'est parce que son procès est encore en cours. C'est renvoyé en juin, je pense. Oui. Et le ministère public a requis sa condamnation, etc. Donc, j'ai souri parce que je me suis dit qu'il se trouve dans la même peau que mon client hier. Thierry Atangana était dans la prison et accusait justement M. Ambassa de l'avoir livré, de l'avoir
d'avoir fait des déclarations mensongères à son encontre. Vous parlez des fonds Stabec. Les fonds Stabec, mais Thierry Atangana ne travaillait pas là-bas, il n'a jamais géré ces fonds-là. Thierry Atangana était le président du COPISUR, le comité du pilotage pour la construction des routes de Yaoundé, Kribi, Ayos, Bertois. Il était le président de ce COPISUR-là. Il n'était pas dans les fonds Stabex, etc. Il n'avait rien à y voir. Donc sa condamnation est purement politique, vous confirmez? Puis-je vous dire, je confirme que c'est une condamnation politique. Regardez, moi j'étais comme l'ensemble des citoyens camerounais en 1997. J'ai suivi cette affaire comme... je n'étais pas son avocat en 1997. J'ai condamné comme l'ensemble des citoyens camerounais que comment Titus Sezoua peut être secrétaire général et démissionne pour tenter de renverser son ami. Donc c'est un traître, il croque, n'est-ce pas, le doigt qui est en train de le nourrir. Et donc quand Thierry Atangana qui était disait-on, forcément son directeur de campagne, moi je disais bon, il a mal choisi. Et donc, lorsqu'il fait appel à moi pour devenir son avocat, c'est parce que, après avoir purgé 13 ans en prison, il était en train d'être à nouveau poursuivi. Je crois qu'il était à peu près 10 ans ou 12 ans comme ça. Il était encore poursuivi. Donc, il m'appelle. Toujours des détournements de deniers publics datant de 1994, c'est-à-dire les mêmes faits pour lesquels il avait été condamné. Mais sauf que cette fois-ci, c'était pour le COPISUR. Donc, je pénètre le dossier et je trouve un scandale inédit. Un scandale inédit, proprement inédit dans les annales de l'histoire judiciaire de l'humanité. En tout cas, il y a prescription, vous pouvez tout nous dire. Hein? Oui, ben, je vous dis. Je n'ai pas peur de la prescription. Mais de toute façon, on n'a peur de rien. On n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Regardez, le 12 mai 1997, au petit matin. Je vous ai dit que Thierry Atangana, c'est un jésuite, c'est un chrétien jésuite, d'une race vraiment très rectiligne, qui va prier très tôt le matin. Il va prier à l'église, il va prier. Quand il rentre, il y a comme une centaine de militaires armés jusqu'aux dents qui battent toutes les routes, encerclent sa voiture et l'enlèvent et il part pour une destination inconnue. Alors, y étant dans un commissariat obscur, dans une cellule obscure, on lui demande de dénoncer Titus Sezoua, de signer et de faire des déclarations pour l'accuser, pour qu'on puisse arrêter Titus Sezoua, qui s'était déclaré candidat à la présidentielle de 1992, d'octobre 1992. Titus Sezoua, tout le monde sait qui il était, secrétaire général, etc. Oui. Il lui demande de dénoncer. La police secrète. La police secrète camerounaise. La police secrète. Lui demande... On a bien compris, mais... Ouais, de faire... On sait bien que c'est la police, mais est-ce que derrière, il y a quelqu'un derrière cette police? Non, la police est aux ordres. On lui a donné les instructions. En fait, on cherche un prétexte pour arrêter Titus Sezoua. Et on ne l'a pas. Il faut une accusation. Et depuis, c'est comme ça que le régime fonctionne. On comprend ça. Quand on dit on, il y a un homme, un gouvernement. Je vous ai parlé d'un système qui est géré par quelques personnes. Okay. Et j'ai dit qu'ils n'atteignent pas 1000. Peut-être qu'ils n'atteignent même pas 100. Hein? Parce que si je vais loin, je penserais qu'ils ne sont même pas 50. Ils tiennent plus de 25 millions d'habitants. Eh oui, monsieur. Oui. Ils ne sont pas même 50. Je dis 1000, bon, comme ça. Mais quand même, ils ne sont pas... Ceux qui gèrent le Cameroun ne sont pas 50. Et ceux qui trafiquent toutes ces histoires-là, ils ne dépassent pas 50. Je vous le dis en exclusivité ici aujourd'hui, parce que je disais toujours 1000. Mais, donc, on lui demande de donner le prétexte pour arrêter. En bon jésuite, il dit non, je ne peux pas me prêter à ce jeu-là. On le garde. Sa femme est venue le supplier. Sa maman l'a supplié que, pardon, signe les papiers qui veulent que tu sors de prison. Et il a refusé. On l'a donc un jour, on vient le chercher, alors que Titus Sezoua se bat pour devenir candidat à la présidentielle et se battait à la Cour suprême. On vient les chercher à deux. On les amène au tribunal. Il pense que lui, il n'a pas porté plainte. Donc, on ne sait pas pourquoi on l'amène. Et Titus Sezoua pense que c'est pour son problème à la Cour suprême, pour sa
candidature à la présidentielle. On les amène au tribunal, on les amène dans une salle du tribunal qui est déjà bien, il y a une cour déjà bien constituée, avec un juge et ses assesseurs, avec le procureur et ses éléments et ses substituts, avec un témoin, y compris un témoin qui est venu tout droit de Paris, un témoin à charge qui est venu tout droit de Paris. Lui, il arrive à l'audience, c'est une audience criminelle du tribunal de grande instance. Il est accusé de détournement des deniers publics. On ne lui a rien notifié. Il ne sait pas que l'audience va se passer. Et nous sommes à la veille de la présidentielle du 15 octobre 1997. On l'amène dans la salle d'audience. Il dit, mais vous voulez me juger, je ne sais même pas de quoi je suis accusé, mes avocats ne sont pas là. Les avocats ne sont pas là, je ne peux pas parler en l'absence de mes avocats. On dit, monsieur le procureur, vous avez la parole. Le procureur prend la parole, parle, dit qu'il accuse, etc., etc., etc. Et là, on cite son témoin, on cite le témoin qui vient de Paris, qui l'accuse, etc. Et finalement, on lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous ai dit que mes avocats ne sont pas là. L'audience s'est poursuivie jusqu'à 4 h du matin. À 4 h du matin, on l'a condamné à 15 ans de prison avec Titus Sezoa. Voilà la vérité. Les juges qui ont condamné Thierry Atangana sont encore là. Ils étaient 3. Un d'entre eux s'est désolidarisé. Parce qu'il a dit, ces gars-là, ils sont en train de demander le renvoi. Accordons un renvoi. Celui-là qui s'est désolidarisé, il a fait une très mauvaise carrière. Les autres qui ont rendu la décision, ils sont au top niveau de la carrière judiciaire. On peut avoir des noms? Non, jamais de la vie. Jamais, il faudra me couper. Je ne peux pas te donner les noms. Donc, ben voilà, on les condamne. Et on apprend que, comme la présidentielle était au bout, il fallait absolument les condamner avant pour neutraliser sa candidature. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on a dit au chef de l'État, Paul Biya, que Thierry Atangana voulait le tuer avec Titus Sezoa pour prendre sa place. Et que Thierry Atangana est le représentant des sociétés françaises. Et je vais expliquer pourquoi je parlais du Copissure, pour revenir au Copissure. Thierry Atangana est le représentant des sociétés françaises. Il a beaucoup d'argent. Et c'est lui qui va donc soutenir la campagne présidentielle de Titus Sezoa. Avec tout l'argent français qu'il a, puisqu'il représente les sociétés pétrolières, au moins 13 sociétés pétrolières au Cameroun, ils ont tout l'argent du pétrole et ils vont financer la campagne de... Il va financer la campagne de Titus Sezoa et Titus Sezoa va gagner. Avec cet argent-là, il va gagner. Il ne peut pas faire autrement. Donc voilà pourquoi on arrête Thierry Atangana pour l'empêcher de financer la... parce qu'on dit au chef de l'État que lui, il est le directeur de campagne de Titus Sezoa. Et ce qui est faux. D'accord, ils collaboraient dans le cadre du Copissure. Mais il n'était pas son directeur de campagne, il n'était même pas au courant. Il avait appris sa candidature comme tout le monde. Donc voilà comment on neutralise un gars et on le condamne à 15 ans de prison. Après qu'il ait purgé 13 ans de prison, au moment où il va sortir, on engage une nouvelle affaire. Et c'est ce qu'on avait appelé en son temps le rouleau compresseur. Le messager de Pidjaoué avait annoncé cela, qu'ils seront victimes du rouleau compresseur. On avait intercepté les communications téléphoniques entre deux personnes qui sont toujours vivants. Et moi, comme ils sont trop haut placés, moi je ne peux pas prononcer leur nom. Et tout le monde les connaît, je pense, j'imagine. Ils disaient qu'on va dérouler le rouleau compresseur contre eux. Et ça consiste en quoi? On te condamne à mourir à petit feu. On te condamne une première condamnation 15 ans. Et la deuxième condamnation, c'était 20 ans. Et si ils réussissent à passer le cadre de la 20e, on va encore ajouter une autre condamnation. Et donc voilà, c'est pour ça. Alors, le Copissure, c'était quoi? Nous sommes en 1994. Il y a la crise économique. Le président de la République est parti emprunter de l'argent au FMI. Le FMI nous tient et nous propose ce qu'on appelait, nous a mis au pas. C'est-à-dire que, justement structuré, on disait qu'il nous a mis au pas. PAS.
Hein, c'était ça, cette procédure d'ajustement structurel-là. Et donc, nous sommes interdits de faire des dépenses, des investissements. Nous devons plutôt chercher à rembourser les dettes que nous avons. Les sociétés pétrolières qui étaient au Cameroun, le consortium des sociétés qui avait amené Michel Thierry au Cameroun, qui est français, qui était venu au Cameroun avec un passeport français et qui vivait au Cameroun avec une carte de séjour délivrée par M. Fauchivet en 1994 et une autre délivrée en 2016, en 2006. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était un franco-camerounais, c'était un français. Si c'était un Camerounais, il allait avoir une carte d'identité camerounaise. Donc, il était là avec une carte de séjour. Donc, je voulais seulement régler ce détail parce que ça a été... Nous avons posé la même question à son ancien vice-président, M. Ambassadeur ici. Oui. Donc, vous apportez une précision et d'ailleurs une réponse à notre question. Parce que le code de la nationalité camerounais dit que on ne peut pas, si tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité camerounaise. Et c'est ce que j'étais venu expliquer aux Français, au Quai d'Orsay, pour qu'ils commencent à s'impliquer dans le dossier. Parce qu'ils avaient dit que c'était un Camerounais, etc. etc. Donc voilà comment le financement du Copissure, c'était comment. C'est Thierry Atangana, qui est un docteur en finance, formé à l'Université française de Clermont-Ferrand, qui imagine dans le système qui est aujourd'hui unanimement appliqué dans le cadre de CD2. C'est lui qui est le premier à inventer le système. Il a dit, comme les sociétés pétrolières, le consortium des sociétés qui françaises étaient en train de partir, de quitter le Cameroun, vous ne pouvez pas les laisser partir, ils partent parce que vous ne payez pas leurs créances. Il faut payer. Pour payer leurs créances, je vous propose de les laisser continuer l'activité et ils peuvent se payer par le système de compensation. Il a donc demandé de créer une taxe sur le pétrole. Donc il fallait créer cette taxe que les sociétés pétrolières devaient verser au trésor public. Maintenant, il était question que on a pris une loi de 1995 a été votée pour autoriser, pour légaliser et pour autoriser le prélèvement de cette taxe. Donc quand la loi est mise en place, le Copissure est créé et validé par le président de la République Paul Biya, et lui il est nommé président du Copissure, Ambassadeur est nommé vice-président. Et donc à ce moment-là, pour que on fasse fonctionner le Copissure, c'est les 50% de l'argent issus de la taxe pétrolière que les sociétés françaises là vont reverser au Copissure pour lui permettre de faire les routes. On contourne ainsi le FMI qui a dit qu'on ne fait plus d'investissement. La promesse électorale de Paul Biya, c'est que la route doit passer. Il faut que les titulaires veulent que la route passe. Le président a promis, il ne faut pas qu'on fasse mentir le président. Le FMI dit, niet, vous ne sortez pas l'argent. Et donc, pour ne pas sortir l'argent, on trouve donc cette formule. C'était donc un mécanisme de financement qui n'était pas habituel. Et d'ailleurs, le procureur de la République l'a reconnu à l'audience. Il a dit que ce qui choque, dans ses réquisitions, il a reconnu que ce qui choque, c'est que ce mécanisme-là n'était pas habituel. Et donc, voilà pourquoi il disait que c'est le détournement de deniers publics. Il a reconnu qu'on ne dit pas que l'argent est parti dans vos poches. L'argent n'est pas parti dans leurs poches. Mais c'est que vous avez utilisé un mécanisme qui n'était pas habituel. C'est un mécanisme qui a été accepté et validé. À cette époque, le secrétaire général de la présidence, Titus Ezoa, était l'homme fort du pays. C'est le seul secrétaire général à ma connaissance qui avait toute la confiance totale du président de la République. Et c'est pour ça que je dis que le pouvoir absolu, là, il finit par rendre bête, et par rendre fou un peu. Parce que l'usage du pouvoir est dangereux. Je crois que c'est l'usage du pouvoir qui a entraîné Titus Ezoa là où il est. Pourquoi? Parce qu'il avait un mandat du président, une procuration, pour gérer le pays. Il signait à la parole du président. Les autres secrétaires généraux n'ont pas fait ça. Joseph, on n'en a pas fait ça. Ami personnel, dit-on. Oui, on disait que c'était son ami personnel. D'ailleurs, vous voyez qu'il a repris la carte du RDPC quand il est sorti de prison. Et je pense que c'est pour montrer qu'il a bien compris qu'il a eu tort. Il avait tort.
Tout le monde, il avait tort, tout le monde avait condamné qu'il puisse tirer dans le dos de son ami qui lui a fait complètement et totalement confiance, au point que c'est lui qui gère le pays. Et lui, dont il aimait, il ne voulait pas décevoir Paul Biya. Il voulait vraiment, il était son ami, il ne voulait pas le décevoir. Il a dit, le président veut la route va passer. Il est passé outre ce que Njoro disait. Il est passé outre. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis, qu'on l'éjecta du poste de secrétaire général à la présidence de la République, justement, le poste du ministre de la Santé? Justement parce qu'il avait déjà pris trop de pouvoir. Et quand vous prenez trop de pouvoir, vous créez des jalousies autour de vous. Et donc le président recevait beaucoup de plaintes contre lui. Par exemple, on disait que quelque part, on est allé dans une cérémonie, le Premier ministre est arrivé, et c'est après le Premier ministre que le secrétaire général arrive toute sirène dehors. D'accord? Il y avait des choses comme ça qu'on racontait au président, qu'il avait pris trop de pouvoir et qu'il fallait diminuer son pouvoir. Et donc, le président l'a écarté un peu de cet endroit-là pour le nommer ministre de la Santé. En réalité, je crois que la vérité, c'est là. Mais il a mal pris. Il a mal pris et il a démissionné. Mais attends, c'est pour ça que... c'est ça l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir, l'excès de pouvoir, le biceps, quand tu montes trop de pouvoir, il finit par t'emporter. Et ce régime-là montre trop de pouvoir. Il écrase tout le monde. Et quand vous écrasez tout le monde avec votre pouvoir, c'est que vous l'utilisez mal. Et donc, lorsque Thierry Atangana met donc en branle ce mécanisme de financement, il y a des accords, il y a des conventions qui ont été signées. Les conventions, le président de la République a signé des conventions avec ces... J'ai vu au tribunal des lettres confidentielles que j'ai opposé à l'expert du procureur. Et qui a l'expert du procureur, puisque le procureur n'avait qu'un seul témoin, expert, qui avait 7 rapports, un rapport en 7 tomes comme ça. J'ai détruit tous les 7 tomes à l'audience. Parce que j'ai travaillé... je vous ai dit que Thierry Atangana est un expert en finance. Donc vraiment, quand on a travaillé son dossier au CED, il m'a démontré toutes les failles de ce rapport. Et tant aussi bien qu'on a préparé sa défense ensemble, quand j'ai posé ces questions qui relevaient de son expertise financière à l'expert financier qui était justement en train de déposer, et c'était la débâcle totale. Totale parce que l'expert a reconnu officiellement devant la Cour que s'il avait eu connaissance de l'existence des conventions secrètes, top secrets, on écrivait même très secret dessus, ou bien d'autres confidentiels dessus, il n'aurait jamais conclu à un détournement de deniers publics. Et donc tout son rapport-là est tombé. Alors, il y a une curiosité que j'ai relevée à l'audience ce jour-là, quand l'expert a complètement reconnu qu'il était en faute. Que, pour faire son expertise, il n'était pas allé voir Thierry Atangana pour lui poser des questions, pour le contrer. Comme ça se doit. Hein, une expertise sans contradiction. Tu fais ton expertise dans ton bureau sans aller contredire l'autre, sans aller opposer à l'autre sa réponse pour voir. Il a répondu que non, il n'avait pas vu Thierry Atangana durant tout ce temps parce que le procureur n'a pas permis qu'il le voie. C'est à ce moment que le procureur, comme il répondait à toutes les questions, le procureur était assis et il était en train de lui faire les gestes comme ça que non, on ne répond pas à ma question. Non, et quand je parle d'une audience publique. Le procureur était assis en train de faire des gestes à un témoin assermenté. Et le procureur a fini par se lever de son siège, a tenu sa robe comme ça, je le revois encore, a traversé toute la cour pour aller au banc du témoin, pour chuchoter à l'oreille du témoin que le témoin ne doit plus répondre à mes questions, que le témoin, que je suis en train de le piéger, que, etc., etc. J'ai crié au scandale. Parce que c'était un scandale judiciaire, on n'a jamais vu ça. Un témoin assermenté, il n'appartient pas au procureur. Il appartient à la cour. Un témoin qui a prêté serment de dire toute la vérité et le procureur vient publiquement. Je vous donne l'exemple de la justice de mon pays. Le procureur de la République, d'ailleurs, c'était même pas lui, c'était son substitut qui tenait l'audience, est venu, a traversé la cour pour agir, parler à l'oreille et il n'a pas été sanctionné par la cour. La cour, le trio, j'ai dit
en battant le président, que ça c'est un scandale judiciaire, on n'a jamais vu ça nulle part dans le monde entier. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. On ne l'a pas sanctionné. Il était substitut. Après, quand il a fait condamner Thierry Atangana, il est devenu procureur. On l'a nommé procureur, on l'a promu. Hein? Donc vraiment, si je vous parle de mon pays là, et donc quand vous avez en face ce genre de justice, vous allez où? Donc voilà les circonstances de la condamnation de Thierry Atangana. Pourquoi? Parce que on voulait faire d'une pierre deux coups. On voulait lui spolier ses biens. On commençait à dire qu'il a construit les immeubles, alors que quand vous prenez le certificat, le permis de bâtir, il date de 1991, avant que le copicule n'arrive. Et en 1991, quand il avait demandé, parce qu'il avait pris un crédit à la BNP de Paris, pour faire, il voulait faire quelque chose chez lui. Paul Biya l'a vu ici à Paris, on lui a présenté ce jeune homme de 33 ans. Il avait 33 ans et il était brillant. Et on l'a ramené au Cameroun, on l'a flatté, on l'a mis. C'est bien, on veut envoyer Edouard Tutus en prison. Oui, et compromettre, on a compromis le remboursement de l'argent des sociétés. Les Nations Unies, le groupe de travail des Nations Unies ont jugé l'affaire et dit que la détention de Thierry Atangana était arbitraire, qu'il fallait le libérer immédiatement, qu'il fallait l'indemniser et qu'il fallait poursuivre les auteurs de son incarcération. C'était en février. Amnesty International est venu au Cameroun, il est venu à la demande du Cameroun, qui voulait faire patte blanche, montrer que lui il ne viole pas les droits. Et Amnesty International a rencontré Thierry Atangana dans sa cellule. J'étais là, à Yaoundé. Et après, Amnesty International a vu les conditions, les circonstances et l'environnement de sa cellule dans la prison, a dit que, après l'avoir entendu, a fait dans son rapport que c'est un prisonnier d'opinion. Le secrétaire, le département d'État américain, dès 2005, a dit que Thierry Atangana est un prisonnier politique. Nous, on a saisi la France et la France n'a rien dit. Pourquoi? La France ne dit rien. D'abord, nous soupçonnons que c'est parce que Michel est noir. Ensuite, parce que la France disait que c'était un dossier politique trop sensible. Qu'on avait accusé la France d'être derrière un coup d'État déguisé avec Michel Atangana et Titus Ezoa pour renverser Paul Biya avec les sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières ne disent rien parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'on voulait utiliser leur argent pour mettre Titus Ezoa à la présidence. Et donc la France s'est tue et a abandonné son ressortissant en prison. Lorsqu'il y a des conventions, ces conventions-là ont été signées et on a dit, en cas de retard ou de rupture, voici ce que vous allez payer par tant nombre de jours de retard. À la caisse autonome d'amortissement, c'est 9%. Le taux usuel, c'est 9%. Lorsque tu calcules le manque à gagner, puisque l'argent qu'on a utilisé, l'argent que les sociétés pétrolières ont versé au CUPICHU pour travailler, a servi aux études. Toutes les études du tracé routier ont été faites. On a même déterminé le montant de expropriation pour cause d'utilité publique des populations. On a fait tout le tracé, toutes les études. Ils ont pris les études là, ils ont vendu à une autre société qui a fait maintenant la route, après qu'on a arrêté Titus Ezoa et Thierry Atangana. Et donc, cet argent qui a été dépensé, c'est le manque à gagner. Y compris même l'argent que Thierry Atangana avait emprunté à la banque pour construire ses immeubles et qu'on a viré et que ça a disparu. Maître, on vient de vous écouter sur les causes de l'arrestation de votre client, M. Thierry Michel Atangana. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression qu'au Cameroun, les choses ont changé depuis 1997? Non. J'ai même l'impression que le cas Thierry Atangana a inauguré la méthode qu'on utilise actuellement
dans ce qui est convenu d'appeler l'opération épervier. Justement, on allait y arriver. Est-ce que aujourd'hui, votre client attendront de se faire rembourser? Quand on sait qu'il n'a pas été acquitté, mais simplement été gracié, on dirait, quelles sont les chances que vous avez aujourd'hui d'obtenir de l'État du Cameroun un remboursement ou alors une reconnaissance des torts causés à votre client? Et c'est encore là la mystification judiciaire, j'allais dire juridico-judiciaire de mon pays. Les Nations Unies, le groupe de travail des Nations Unies a jugé cette affaire. Le Cameroun était parti au procès. Nous avons porté plainte contre le Cameroun aux Nations Unies. Les Nations Unies ont dit que l'arrestation et la détention de Michel Thierry Atangana était arbitraire et qu'il fallait les libérer immédiatement, le dédommager et poursuivre ceux qui l'ont mis en prison. Cette décision a été publiée, rendue publique, a été rendue en février 2014. Au lieu de respecter la décision des Nations Unies, le président de la République, Paul Biya, a plutôt pris un décret, soi-disant, de remise des peines et non de grâce. C'est pas la grâce. Les gens parlent de grâce, y compris au Cameroun, les gens disent grâce. Parce que ça passe. Oui, les gens au Cameroun, vous avez raison de parler de grâce, puisque tous les journalistes au Cameroun parlaient de grâce présidentielle, grâce. Grâce, ça fait magnanime. Grâce, ça veut dire j'ai eu pitié de toi. Sors. Quand est-il alors? C'était pas le cas? Non, c'était une remise de peine. D'accord. Une remise de peine, c'est que tu es condamné à 100 ans, tu as déjà purgé 50, je te fais grâce de 50 qui restent. Mais ce n'est pas la grâce en tant que telle. On n'a pas demandé de grâce. Et donc il a pris et il a fait en sorte que ce ne soit pas personnalisé, que ce n'est pas une remise de peine pour M. Atangana uniquement, mais pour l'ensemble de tous ceux qui pouvaient en bénéficier. Ce qui est bien, je suis content que grâce à Atangana, beaucoup de gens sont sortis de prison. Que, au lieu de respecter les décisions des Nations Unies, attends, est-ce que les Nations Unies constituent un véritable organe? Est-ce que le groupe de travail des Nations Unies sur les droits de l'homme, qui, je dois le dire, a été créé sous la houlette de la France, est-ce que ce groupe de travail constitue effectivement un organe qui doit être respecté par les États? Parce que ce même groupe de travail des Nations Unies a ordonné la mise en liberté d'abord de Désiré Ango, et le Cameroun ne s'est pas plié, de Paul-Éric Kingé, et le Cameroun ne s'est pas plié, de Thierry Atangana, et dont le Cameroun ne se plie pas. Et au lieu donc de le libérer conformément à la décision des Nations Unies, le Cameroun préfère prendre un décret pour alléger sa peine. Et donc pour refuser le dédommagement. Pour dire que tu es coupable. C'est pour ça qu'on vous demande pour dire que tu es coupable. Or, quand vous connaissez les circonstances de sa condamnation, qui sont révoltantes, comme je vous ai expliqué, condamné une première fois sans avocat, alors qu'il n'a rien parlé comme dans le cas, comme Ernest Ouandjé l'avait fait. Ernest Ouandjé avait été condamné à mort sans qu'on ait entendu le moindre son de sa bouche. Thierry Atangana a été condamné sans qu'on ait entendu ça. Le moindre son qui est sorti de sa bouche, c'était que, pardon, je veux mes avocats. On l'a condamné à 15 ans. La deuxième condamnation, on a changé de juge. Le trio des juges qui devait rendre la décision, qui avait suivi les débats et mis l'affaire en délibéré, au moment où il va rendre la décision, on prend un décret, on mute les juges, on mute 2 juges, on nomme 2 nouveaux juges qui n'ont pas connu l'affaire et qui condamnent Thierry Atangana à 20 ans de prison. Est-ce qu'on peut parler d'un procès équitable? Non, monsieur. Et non, on ne peut pas parler d'un procès équitable parce que j'étais là. J'étais là et je vous ai dit d'entrée de jeu comment j'ai démoli. Le seul témoin
du procureur. Un témoin assermenté. Oui, assermenté du procureur. Témoin expert, parce que c'est le témoin expert qui connaît les chiffres. Je vous ai dit comment je l'ai complètement démoli. Et qu'il l'a avoué et que le procureur a reconnu. Alors, d'où vient-il qu'on l'a condamné quand même? Donc, je veux dire que quoi? Que mon pays a expérimenté sur Thierry Atangana une nouvelle méthode de mettre les personnes adversaires ou ennemis en prison. Et que c'est ça qu'on utilise dans le cadre, n'est-ce pas, de l'opération Épervier. Parce que on colle une infraction de droit commun qu'on cherche, c'est-à-dire on t'arrête d'abord et on cherche les preuves ensuite pour t'accuser d'une infraction de droit commun qui te permettra qu'on te mette en prison. On est parti de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. On est parti de la présomption d'innocence à la... Vous avez bien résumé le truc, la situation. C'est la présomption de culpabilité. Et encore, est-ce que c'est même une présomption? C'est même plus une présomption, c'est la conviction de culpabilité. Et dans ces conditions, quand vous partez pour vous faire juger, quelle est la garantie que vous serez écouté, que vous serez entendu? Quelle est la garantie que vous aurez un juge qui vous entendra? Je vous donne un exemple. Parce que ça ne se passe pas que chez les grands, dans les grandes sphères. Je vous donne un exemple de la petite sphère, d'un tribunal correctionnel de Douala. Récemment, l'affaire est encore en train. C'est un autre jeune qui vient me voir. Il conduisait un camion, et à bord, son motorboy était à bord. Il parlait, et il a envoyé sa main dehors. Il envoie sa main dehors, sa main se brise contre un véhicule qui est garé. Contre la carrosserie d'un véhicule qui est garé. Il crie, et il voit le sang qui gicle. Il se serre, l'aide à arrêter l'hémorragie, enlève son habit, arrête l'hémorragie, l'amène à Bamenda, une clinique qui soigne les blessures. On l'amène d'abord à Tchang. À Tchang, on dit que non, on va couper la main. Il dit non, 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 on ne peut pas couper la main. Le gars, la victime dit que non, donne-moi l'argent, moi je rentre, moi je dois. Il dit que tu ne peux pas arriver à Konsambal. La manière dont le sang coule, tu seras déjà mort. Donc il l'amène à l'hôpital de Tchang. À l'arrivée à l'hôpital de Tchang, on dit qu'on va couper la main. Il refuse. Il dit vraiment, essayez d'aider-moi plutôt à arrêter l'hémorragie. On fait un garrot et tout ça, on arrête l'hémorragie. Il prend la voiture à ses frais. Il a conduit son ami là à l'hôpital Bingo, je pense, de Bamenda, où on le soigne, où on l'hospitalise. Il paye la caution, il paye les frais, puisque son ami, c'est le motorboy qui l'a accompagné, un nordiste, un gars du Nord. Il n'a pas l'argent. C'est lui qui paye avec l'argent de son patron. Il a perdu son emploi depuis, puisqu'il n'a pas pu rendre l'argent de son patron. Encore heureux que son patron ne l'a pas mis en prison. Il arrive, il paye donc les soins à Bamenda. Et il rentre. Il lui dit, si nous restons tous les deux, moi je n'aurai pas l'argent pour te soigner. Laisse-moi aller travailler et je t'envoie l'argent de temps en temps. Arrivé à Douala, il lui envoie une première fois de l'argent par l'intermédiaire de son frère. Et il lui dit, bingo là, Douala, là, j'ai appris qu'il y en a un autre bingo à Douala. Viens plutôt ici, il lui envoie de l'argent pour venir. Le gars arrive à Douala, on le célèbre, on fait la fête, on cotise l'argent, on lui donne avec ses amis. Et il s'en va dans son village pour se soigner parce qu'au nord, il préfère les masseurs. Il préfère. Alors, un an après, mon jeune homme là, mon client là, appelons-le mon client parce que c'est quand même mon client même s'il ne paye pas. Il se promène, la gendarmerie l'arrête de Bonanjo. Et on l'amène à Bonanjo, service anti-gang. On lui demande que tu as fait un accident, etc. Tel jour, tu es porté disparu, tu as fui. Tu n'as pas soigné le malade. Il dit, mais je n'ai pas fait d'accident. Et il voit, c'est son ami là, ou bien Ibrahim, ou je ne sais plus quoi là, qui apparaît. Ceux qui l'ont arrêté, les gendarmes sont des nordistes. Il voit Ibrahim là entrer, c'est aussi c'est son ami, il dit que c'est lui qui porte plainte. Ibrahim exige 500 000. Il dit, je n'ai pas 500 000 à te donner, mais ce n'est pas moi qui ai cassé ta main, tu as cassé, et je t'ai aidé, j'ai soigné. Bref, après 2 jours de cellule,
il se débrouille pour donner 200 000. On donne, les gendarmes donnent 150 000 à Ibrahim, mettons que Ibrahim entre guillemets parce que je ne veux pas donner son nom, et 50 000 on dit que c'est pour le ministère public. Il s'en va, il croit que l'affaire est terminée. Un mois plus tard, il voit, c'est les policiers qui l'arrêtent cette fois-ci, toujours pour la même affaire. Ibrahim dit que tu me dois 500 000. J'avais demandé 500 000, tu as donné seulement 150 000, malgré qu'il avait donné 200 000. Il arrive à la police et dit que non, je ne donne plus rien. Amenez-moi chez le procureur, amenez-moi au tribunal. Il faut que j'explique ça. On l'amène au tribunal, le procureur envoie, et on arrive au tribunal, le juge c'est encore un nordiste. Et c'est à ce moment, il vient me dire que mais, moi, dans cette affaire où le plaignant était un nordiste, voilà comment ça s'est passé, j'ai trouvé le nordiste. Ici, maintenant, le juge c'est encore un nordiste. Quand j'arrive, on ne veut pas m'entendre. On veut simplement que je donne l'argent. Le substitut du procureur qui a le temps dit que tu as apporté son argent. Il avait dit 500 000. Tu as donné seulement 150 000. Où sont les 350 000 pour qu'il aille se soigner? Le juge dit que où est l'argent? Voyez-vous? Donc, ce n'est pas simplement au sommet. Ce n'est pas simplement ce qui arrive au grand. L'état de notre justice, c'est que si tu connais quelqu'un dans le système, tu as raison. D'abord, avant même que l'affaire soit jugée. On ne l'a pas jugé. J'étais là, je suis descendu moi-même au tribunal. J'ai dit, je veux voir, puisqu'on a qualifié l'affaire qu'abus de confiance. J'ai dit que ben, abus de confiance, il lui a donné quoi qu'il a utilisé et qu'il n'a pas restitué. Je ne sais pas moi. J'ai demandé qu'on m'explique l'abus de confiance. Et donc, du coup, le procureur a dit que oui, mais on peut même disqualifier. Ils ont dit qu'ils veulent disqualifier en blessure involontaire. J'ai dit, mais blessure involontaire de quoi? Il a blessé, il est conducteur de voiture, il est en train de conduire, l'autre, négligent, imprudent, passe sa main dehors, il ne doit pas sortir sa main à l'extérieur. Il passe sa main dehors, il tape sur la carrosserie d'une voiture qui est garée. Et vous dites que blessure involontaire, vous accusez celui-ci. De quoi on parle? Donc voilà à peu près l'état de notre justice. C'est pour ça qu'elle dit que c'est un autre qui disait que quand tu arrives là-bas, la justice peut te rendre blanc ou noir, selon que tu connais le juge ou un de ses frères ou un de ses cousins, ou quelqu'un dans le système. Oui. Vous me permettez justement d'embrayer sur une question à laquelle vous avez presque répondu, mais on aimerait que vous vous y prononciez très clairement. Il y a quelques jours ici, était effectivement assis un ancien ministre des Travaux publics camerounais, M. Dieudonné Bassazan, et nous avions annoncé sa présence sur notre plateau. Et entre autres, il y a eu de nombreuses questions et surtout de nombreuses condamnations déjà. On lui reproche de refuser d'affronter la justice de son pays. Vous, qui êtes donc un homme de loi, vous, avocat qui défendez les gens au Cameroun tous les jours, quelle est votre opinion personnelle sur la justice de votre pays? Est-ce que vous comprenez des gens qui choisissent de se mettre à l'abri de cette justice pour l'affronter? Pour vous dire la vérité, il a bien fait de se mettre à l'abri. C'est un avocat qui le dit, hein? Il a bien fait de se mettre à l'abri. Écoutez... Vous n'êtes pas son avocat, hein? Non, non, je ne suis pas son avocat et je suis même plutôt l'avocat de son adversaire, si on peut dire ça ainsi. Mais notre justice doit être améliorée. Elle ne rassure pas. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Je vous ai cité quelques deux cas. Bien sûr. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui guide la machine. L'affaire de Thierry Atangana arrive en délibéré. On change, on mute les juges. On nomme 2 nouveaux juges qui n'ont pas participé au débat, que je n'ai pas vu pendant que je plaidais. L'affaire en délibéré, on ne rabat pas le délibéré. Ils s'en vont et la condamnent à 20 ans de prison. Comment voulez-vous que moi, j'ai confiance en cette justice qui apparaît comme un cache-sexe. La justice apparaît comme un cache-sexe. Elle apparaît comme un bouclier, c'est-à-dire c'est pour vous présenter le bon visage du pays. La justice, c'est pas pour nous. L'institution judiciaire nous a échappé. L'institution judiciaire, c'est pour expliquer aux institutions de Bretton Woods, c'est pour expliquer
aux institutions internationales que nous sommes dans une démocratie. Vous pensez que votre client, s'il avait pu, aurait pu se soustraire à la justice de votre pays? C'est la chose que je lui aurais conseillé en premier. Mais je suis allé en France pour leur dire, ce monsieur a été condamné en 1997 sans avocat. Aujourd'hui, nous sommes en 2010, il a des avocats, nous sommes là. Mais on va le condamner. Je vous préviens que si vous n'intervenez pas, on va le condamner. Malgré que François Hollande soit intervenu, malgré que tout le monde... On l'a quand même condamné. Il y a quelques jours, hein, le ministère public a requis pour Eric King, qui copie depuis plus de 7 ans, en prison pour également des détournements de deniers publics imaginaires, on va dire. Que vous inspire cette réquisition du ministère public camerounais, qui aujourd'hui semble être de l'avis qu'il n'y avait rien dans les chefs d'inculpation de cet ancien maire de Njombe Penja? Quand c'est le ministère public qui requiert, j'ai espoir qu'il va être libéré. Mais néanmoins, j'ai quelques appréhensions. Parce qu'après qu'il ait requis, les juges se sont retirés pour délibérer, sont revenus et n'ont pas prononcé leur décision. Les juges doivent... Sur le 18 juin. Oui, mais ils ont prorogé. Ils ont mis en délibéré. Oui. Ils auraient pu peut-être, après leur concertation, leur délibéré, rendre une décision. Mais je vais dire que quoi? Qu'il y a un grand Manitou, ou plusieurs Manitou, qui dirigent la justice dans l'ombre. Donc, tant qu'il n'y a pas une décision définitive qui élargit Paul Eric King, je reste sceptique. Sceptique parce que le mot de passe, détournement de deniers publics, est devenu le mot de passe. Ça veut dire que c'est... Et les montants sont de l'ordre de milliards. Ils sont fous, oui, parce que le peuple, pour que le peuple, c'est pour le peuple. Comme le peuple sait que si vous êtes... Oui, on se joue du peuple. On sait que le peuple, dès que vous êtes aux affaires, vous êtes susceptible de détourner. Moi qui ne suis pas aux affaires, je suis regardé, je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement, je n'ai jamais géré les fonds publics, mais je suis vu par le peuple comme un membre de ce groupe qui dirige le peuple, c'est-à-dire qui mange à la sueur du front du peuple. Alors que je ne suis pas, je veux dire, j'ai vu un mendiant, enfin un groupe de mendiants qui se proclamaient enfants de la rue et qui avaient la barbe blanche, mais ils disaient qu'ils étaient des enfants de la rue, qui me demandaient de l'argent. Moi, je leur ai donné 500 francs, ils ont dit que c'était petit. Moi, le président du PADEC, je ne peux pas leur donner 500 francs avec tout l'argent que j'ai. Comment j'ose, c'est une insulte. Je leur donne seulement 500 francs. Pourquoi? Et donc, moi, j'ai dit, bon, voilà où nous en sommes. Et madame telle qui est ministre de la condition féminine nous a donné 1 million. Toi, tu viens nous donner 500? Ça, c'est quoi? Donc, voyez-vous un peu l'état d'esprit. Et moi, qui suis défenseur des droits de l'homme, moi qui suis avocat des peuples, moi qui suis le politicien des marécages, des enfants, des gens qui habitent dans les marécages, dont le politicien, la voix, le porte-voix des pauvres, je suis vu comme quelqu'un, comme un détourneur de deniers publics, comme les gens de la République. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, je me tais, je ne parle plus. Je garde un silence pendant 2 ans, je pars en hibernation politique. Parce que si on vient pour... Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un menacer que quand le pays va tourner, c'est moi d'abord qu'on va tuer ou bien mettre en prison. Oui, il y a des gens qui disent ça. J'ai dit, mais voilà l'ignorance. Où peut conduire l'ignorance? S'il y a un truc qui se passe là, moi, je serai le premier décapité. Alors que moi, j'ai défendu tous ces gens-là pour toute ma vie. C'est pour ça que j'ai dit, bon, attends, c'est pas mon pays à moi seul. Moi, j'ai fait ma part. Allez faire votre part aussi. Moi, je me tais d'abord pendant 2 ans. Et puis, on va voir si ça va changer. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que vraiment, c'est un privilège que je vous en parle. Parce que, bon, comme vous êtes un média étranger et que je vous encourage pour ce que vous faites, vraiment, ça m'intéresse, alors je me permets de m'ouvrir un peu à vous. Et vous voyez que sur l'art, je parle des choses qui sont même tabous maintenant pour moi. Vous n'avez pas peur de vous faire taper au porte-monnaie? Si, vous l'avez déjà subi, hein? Si, vous en avez parlé dans plusieurs vidéos. On vous a presque affamé. En fait, moi je dis que, j'ai dit d'entrée de jeu que celui qui critique son pays, il doit noter que celui qui critique son pays veut aider, veut que son pays change positivement. C'est pas que je veux qu'il tombe dans la forêt. Je veux pas qu'il tombe dans la falaise. Parce que moi, je suis au pays avec mes enfants.
tous mes enfants. Et très curieusement, ma fille aînée, qui n'a jamais redoublé depuis la CIL, est en 3e année et n'arrive pas à avoir sa licence depuis 3 ans. Elle est devenue subitement... je sais pas. Bête. Je sais pas. Mais vous devez elle enseigne ses amis qui vont passer... Oui, moi, j'ai dit ça. J'ai dit que si on est en train de punir ma fille, franchement, parce que moi, j'ai été un activiste des droits de l'homme, je dis même au passé, ou parce que j'ai souvent dénoncé l'état de mon pays, c'est que vraiment ce pays va mal. Si on doit condamner une innocente, pour moi, ça fait 3 ans que Stéphanie n'a pas sa licence. Elle a 8 dans 3 matières. 8 chaque année. J'ai dit, bon, c'est mon pays, je ne veux pas partir. Je n'ai pas d'ailleurs les moyens de faire partir mes enfants. Je ne suis pas riche. Je suis un avocat des pauvres. Je vis pauvrement dans les quartiers pauvres. Et je n'ai pas les moyens de faire partir mes enfants à l'étranger comme les autres. Mais j'ai osé critiquer le fonctionnement de mon pays. Si le prix à payer, je l'ai payé personnellement pendant des années, si on le reporte maintenant sur mes enfants, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceux qui font ça, le jour qu'ils vont subir le sort de Titus Ezoa, ils comprendront que moi, je n'étais pas un méchant, que je voulais simplement leur éviter la débâcle totale. En leur disant, voilà des exemples du Rwanda, voilà des exemples de Titus Ezoa, voilà des exemples qui doivent vous ramener à un meilleur usage du pouvoir. Le pouvoir, on ne l'use pas pour torturer les gens, on ne l'use pas pour asservir les gens, on use le pouvoir pour servir et non pour asservir. C'est ce que je dis, c'est mon discours, il ne change pas, il a toujours été comme ça, et je pense que ça ne va pas changer grand-chose qu'on me torture ou qu'on torture mes enfants, mais je pense que le plus à plaindre et le plus à perdre, c'est pas moi. Celui qui n'a rien à perdre. J'ai rien, j'ai mes enfants qui ne m'appartiennent pas, qui sont des êtres humains, dont ils n'appartiennent à personne. Ils sont comme moi. Donc, celui qui n'a rien à perdre. J'ai rien, et donc j'ai rien à perdre. Par contre, eux, ils ont tout à perdre. On vient d'entendre qui? L'ancien présidentiable, l'avocat. Parce que vous venez de brosser là un tableau assez sombre hein, oui, de la justice camerounaise. C'est le citoyen camerounais qu'on a entendu là. C'est le citoyen camerounais qui s'est exprimé. C'est le citoyen lambda qui s'est exprimé, je dirais même sous le sceau du secret. C'est-à-dire en espérant que la caméra n'enregistre pas. Parce que c'est des choses que tout le monde pense, mais que tout le monde ne dit pas comme moi. Parce que ça a atteint la cote d'alarme. Lorsqu'on arrive dans un pays où quand le policier ou le gendarme est foiré, a besoin d'argent, il arrête quelques petits kidnappers, met en cellule pour les rançonner, c'est qu'on est tombé très bas. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans mon pays. Et je répète que quand ça arrive comme ça, soit c'est parce que le gendarme est mal payé, qu'il soit bien ou mal payé, la faute retombe à ceux qui sont en haut. Et cela annonce inéluctablement le crépuscule, n'est-ce pas, de ce régime-là. D'accord. À moins qu'il ne se relève pour changer. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Quand vous avez dit tout ça, est-ce qu'on peut encore vous demander de faire un résumé succinct de ce qui aura été pour vous l'opération Épervier? Du moins ce qui l'est d'ailleurs, parce que l'opération Épervier existe encore. L'opération Épervier, tout le monde est d'accord que, et moi, que c'était une très bonne chose. Et moi, je l'ai salué d'entrée de jeu parce que c'est tout ce que nous voulions. Bon, maintenant, malheureusement, comme le code de procédure pénale, mon pays utilise des artifices pour régler les comptes à des individus.
le code de procédure pénale est utilisé par le régime d'une manière qui ne sied pas au droit pénal international. Si vous portez plainte et que vous vous avisez que vous voulez retirer votre plainte par voie de citation directe, si vous portez plainte par voie de citation directe, le juge ne va pas radier l'affaire. Il va vous condamner à payer les dépenses. Le code de procédure pénale du Cameroun est devenu l'instrument commercial de la justice pour se faire de l'argent. Et ça résume un peu le régime de mon pays. Le régime de mon pays est attaché à l'argent, à comment faire entrer de l'argent. Non pas en exploitant quelques forêts, en dévastant et en cultivant quelques forêts, voilà, en créant du travail aux gens, créant du travail qui vont forcément payer les impôts. Qui vont payer les impôts. Voilà. Fait de l'argent aussi. Voilà. Non pas en faisant cela, mais c'est en comment faire pour torturer le peuple pour qu'il donne de l'argent. C'est-à-dire que comment faire pour extorquer de l'argent au peuple. Le peuple camerounais est aujourd'hui comme des esclaves, je pèse bien mes mots, qui fructifient le capital pour l'ensemble de l'administration gouvernante. Le peuple camerounais, je le répète, tel que je le vois, est utilisé comme des esclaves. Si vous avez lu, je crois c'est Germinal, hein, oui. Vous allez retrouver dans les mines, les Maheudes, c'est le peuple camerounais. Parce que vous alliez dans le secteur privé, vous allez dans le secteur privé, des gens qui travaillent pour engraisser le capital et ils n'ont rien. Le patron viendra dans des voitures flamboyantes, cylindrées, gros cylindrées, ce qui est normal quand même un peu. Mais sauf qu'il n'y a aucune justice sociale, c'est que ceux qui font, à ceux qui achètent cette grosse cylindrée, meurent, crèvent de faim. Et comme il n'y a pas de travail, les gens sont obligés d'accepter le salaire minimum pour subsister. Donc au Cameroun, grosso modo, les gens font de la subsistance. Ils survivent pour ne pas crever. On les met politiquement dans la position de survie, de telle manière qu'ils ne peuvent pas penser à se révolter. Tout leur problème, c'est qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que les enfants vont manger. Donc, on ne les met pas dans la position de développement. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de je ne sais pas quoi, en 2035, l'émergence, tout ça, moi je rigole, je dis, avec ces esclaves-là, le peuple camerounais est un peuple d'esclaves que les patrons exploitent abusivement. Et le ministère du Travail, hier comme aujourd'hui, malgré que ce soit quelqu'un de pertinent qui est là aujourd'hui, ne leur vient pas au secours. Lorsque des gens font une grève parce qu'ils protestent contre leurs conditions de travail, le patron les met à la porte et les remplace par d'autres. 2, quand ils vont chez le juge, comme ça a été le cas récemment au tribunal de Bonanjo, le tribunal ne leur rend pas justice. C'est-à-dire qu'on crée des frustrations qui vont faire exploser le régime. Mais ils ne le savent pas. Ils pensent que le pouvoir, c'est un pouvoir de torture et d'asservissement. Et moi, je suis le messager qui leur dit que vous avez tort. Le pouvoir est normalement et pleinement un pouvoir de service. Lavez les pieds de votre peuple et votre peuple vous aimera et vous servira. Torturez-le et vous crachera dessus, vous jettera des pierres. C'est mon message. Dans Germinal, la révolte est certes matée, mais il y a une lueur d'espoir. Dans le cas du Cameroun, vous semblez totalement pessimiste. Oui. Est-ce que vous êtes dans un pessimisme radical ou il y a quand même encore une lueur d'espoir? Je suis pessimiste parce que je ne vois pas comment ceux qui sont aux commandes peuvent avoir un sursaut d'orgueil, un sursaut
de générosité, un sursaut d'humanité. Le fonctionnaire camerounais et ceux qui le commandent se comportent comme si l'État était un tout et le peuple rien. La force dominante de l'État ne peut pas être contrôlée. L'État est trop puissant, super puissant, et le peuple n'est rien. Et quand on arrive à ce stade où on peut, parce que la puissance de l'État, la puissance de répression de l'État a dépassé les bornes, lorsqu'on peut détruire tout un quartier, parce que c'est l'État qui l'a décidé, on crée des frustrations qui ne peuvent pas se finir tout de suite. Et il faut se rappeler toujours que Kagame, qui est au pouvoir au Rwanda, est parti en 1961 sur le dos de sa mère et qu'il est revenu pour prendre à la tête d'une armée pour prendre le pouvoir. Et parce que effectivement, il a vécu son exil et l'exil de ses parents comme une injustice tout à fait condamnable. Donc, ce que je dis, c'est que au Cameroun aujourd'hui, je ne parle pas de ce que fait le délégué du gouvernement de Yaoundé dans les destructions qui étaient prévues. Je ne dis pas qu'on ne doit pas détruire pour le développement, mais je dis que la force publique qu'on utilise abusivement au profit de la puissance de l'État, c'est-à-dire de la puissance exagérée de l'État contre le petit peuple, produit des conséquences inéluctables tôt ou tard. Voilà, grosso modo, ce que je dis.